Voilà, troisième table ronde donc que nous allons maintenant attaquer sur les outils de l'innovation. Donc plusieurs spécialistes vont venir, comme tout à l'heure, passer 5 minutes pour présenter un petit peu leurs solutions et leurs propositions. Et puis ensuite, on aura un débat sur ces thèmes-là. On va parler pour commencer de la nécessité d'exercer une veille. Alors c'est pas toujours évident, la veille économique, quand on est une TPE ou une PME. Il y a quand même des outils en la matière. C'est monsieur Vincent Boissard qui va venir me rejoindre pour l'entreprise Coexcel et qui va donc évoquer ces questions de veille économique. Vincent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vincent Boissard, je suis heureux d'être parmi vous. Donc j'ai 5 minutes pour vous faire un petit panorama donc, de ce qu'est une activité de veille et de la mise en place d'un processus de veille au sein d'une organisation. Et avant d'attaquer les transparents, je pense que pour se rattacher un peu à tout ce qu'on a vu précédemment, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de bien figer ce qu'est ce processus d'innovation. Donc on a vu qu'il y avait la réponse à une attente du marché, un besoin, la nécessité d'avoir une certaine technologie ou que la maturité technologique permette d'adresser ce besoin. Et en parallèle de ça, il y a la contrainte du marché. Alors attends, on va revenir avant. La contrainte du marché qui fait que on a ces problématiques de time to market, du retour sur investissement, du positionnement par rapport à la concurrence, etc. Nous, notre idée, c'est que dans l'ensemble de ce processus et de ces trois grandes composantes, de cette alchimie technologie, marché, besoin, finalement l'information est un élément clé, quoi. Et c'est un peu dans la continuité de la présentation qu'a fait la société Vedalis, c'est que finalement, pour pouvoir savoir si le produit qu'on souhaite développer peut trouver une application, peut trouver un marché, que techniquement il a la maturité nécessaire, et sachant que cet environnement est en mouvance permanente, voilà, il va falloir avoir la bonne information pour caler sa stratégie. Voilà, donc si on part de ce dogme, en fait, donc que l'information est un élément clé de toute stratégie d'innovation et de développement, la problématique qui va se poser ensuite, c'est de trouver la bonne information. Et en l'occurrence, parmi les dernières révolutions qu'on a pu connaître, il y a eu cette problématique de mondialisation, il y a eu cette problématique de réduire en permanence les cycles de développement, et en parallèle de ça, il y a aussi l'Internet, où le volume de données accessibles est un volume de données accessibles sur Internet qui est croissant de façon complètement exponentielle. D'ailleurs, ça répond aussi à la loi de Moore, c'est-à-dire qu'on a un volume de données accessibles qui est sans cesse croissant. On m'a demandé de faire simple, donc je vous ai donné quelques chiffres donc qui sont issus de sources très sérieuses, parce que moi-même, je ne peux pas vous dire justement quel peut être ce volume de l'Internet, mais bon, typiquement en 2010, les données numériques représentaient 3 millions de fois le contenu de tous les livres de l'humanité. Donc ça vous donne un peu une idée, à un instant T, de l'ensemble des informations auxquelles on peut accéder. Et la problématique étant justement de trouver la bonne information pour avoir la connaissance et mettre en place sa stratégie. Le web indexé, donc c'est le web que Google a indexé, c'est-à-dire si on reprenait... Google, lui, se promène de site en site, et à chaque fois qu'il va sur un site, il télécharge le contenu. Ça reviendrait un peu, si on se remet dans l'ancien modèle, à s'amuser à photocopier tous les livres de l'humanité pour aider l'utilisateur à trouver le bon livre, quoi. Ce volume du web indexé, ça représente que 5% du web, et ça double tous les ans. Et il y a tout un volet du web qui s'appelle le web invisible. Bon, c'est un titre un peu compliqué pour dire une chose simple, c'est que finalement, par exemple, si vous allez sur les bases de données brevets, si vous allez sur les archives des publications scientifiques, ou si vous allez sur les archives du monde, vous allez accéder à tout le contenu d'information de ces sites, qui est libre d'accès, non indexé par Google, et qui est 3 fois plus pertinent, en général gratuit, et qui, pareil, a un taux de croissance année après année de l'ordre de multiplié par 9 tous les ans. Un autre indicateur intéressant pour essayer de comprendre finalement comment mettre en place un processus qui alimente la stratégie et qui ne pénalise pas l'activité de l'entreprise, c'est qu'un manager passe plus de 2 heures par jour à chercher de l'information, et la majorité de ces informations est sans grand intérêt par rapport à son activité. Donc le processus de veille, la définition, on va dire, communément admise, c'est un processus itératif de recherche d'informations sur son environnement dans des problématiques d'anticipation. Et donc la vraie problématique, c'est comment exploiter efficacement l'Internet compte tenu de toutes ces données accessibles qui sont juste là, mais dont on a quand même une grande complexité à trouver la bonne information.
Alors justement, on le fait avec qui, de quelle façon, et quel est le coût aussi, puisque quand on parle de ce temps que passe le chef d'entreprise à recueillir de l'information, forcément le temps étant de l'argent, Alors, c'est quand même des données qui sont importantes pour l'équilibre financier aussi d'une entreprise. en fait, on se rend compte que l'entreprise va avoir différentes approches pour essayer d'exploiter au mieux l'information. D'abord, il va y avoir l'idée de se dire, finalement, moi individuellement, j'ai ma connaissance du sujet, je bidouille un peu, je sais où chercher de l'information, et puis individuellement, finalement, je peux très bien mettre en place quelques routines et être bien informé. On arrive à un niveau d'information qui est généralement assez honorable comme ça, mais on va essayer de compenser la problématique de l'outil par du temps homme. Et après, c'est vrai que si on met ça à l'échelle d'une organisation, d'un grand groupe, les coûts peuvent être assez astronomiques. Après, progressivement, dans le processus de veille, il va y avoir la problématique de se dire, tiens, peut-être qu'il existe des outils ou peut-être qu'on peut, en termes d'organisation, s'appuyer sur l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise pour exploiter au mieux les données. Vous m'aviez demandé un peu de donner un exemple justement de ce que peut être une problématique de veille. Et l'expérience, l'introduction de cette journée avec l'actualité de Kodak m'a fait penser en fait sur un de mes tout premiers emploi, j'étais basé dans la Silicon Valley, je faisais de la veille pour un groupe français dans le domaine du semi-conducteur et j'avais travaillé sur les OLED. Les OLED, c'est une technologie d'écran plat qui va être la prochaine génération de technologie après les écrans à cristaux liquides. Typiquement, j'avais eu cette chance de visiter les labos de R&D avancés de Kodak qui ont la majorité des brevets sur la technologie OLED, qui mettaient tous leurs investissements en se disant que ça pourrait être la technologie de demain pour les sauver. Et à l'époque, je travaillais moi sur ce sujet pour un acteur français qui s'appelait Thomson Multimédia, qui était devenu le leader mondial des écrans à tube cathodique. Et l'expert R&D avec qui je travaillais me disait que lui déjà, il ne croyait pas à la technologie LCD, qu'il voyait assez mal comment elle pouvait déboucher sur le marché pour des questions de structure de coût. Et alors les OLED, c'était encore bien plus lointain. Et là, justement, dans l'actualité de Kodak, si on suit un peu ce sujet, on se rend compte qu'en 2009, Kodak a vendu toute son activité OLED à LG, et que Samsung, leader du LCD, lui est en train de mettre de côté son activité LCD pour se recentrer exclusivement sur les OLED. Et tout ça, vous voyez, cette visite du labo, c'était en 2000. Donc à l'époque, je me disais juste que l'ingénieur de chez Thomson, c'était juste un fou, parce que toutes les études disaient que les OLED, c'était le marché de demain. Et encore aujourd'hui, le marché des OLED, c'est 45 milliards de dollars d'ici 2018. Donc oui, il y a un potentiel, mais voilà, le time to market, de nouveau, c'est quand est-ce qu'il faut investir sur la technologie. Finalement, dans le schéma, c'est LG qui a racheté tous les brevets de Kodak qui va certainement trouver son compte, quoi. Donc, trouver la bonne information au bon moment. Et puis après, la question, c'est comment. Et c'est le slide suivant. En fait, dans un processus de veille, il y a quatre éléments fondamentaux. Il y a l'humain, c'est-à-dire que même si vous avez la bonne information, si vous n'avez pas l'expertise pour la valoriser, soit dans votre activité quotidienne, ou soit, voilà, là je vous parle des OLED, finalement, bon, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui va vous changer le cours de votre vie, quoi. Donc il y a cet humain, il y a l'organisation, et il y a la méthode et les outils. Et un processus de veille, c'est 4 grandes phases, c'est les éléments de théorie sur la veille. La première phase, c'est la définition du besoin d'information, c'est-à-dire que sur toute stratégie, que ce soit de la mise en place d'une étude marketing, ça va être de trouver les bonnes données pour alimenter le positionnement marché. Et ça, nous, on part du principe que ça s'appuie sur de l'expertise, de l'analyse, de l'accompagnement, du conseil, trouver les bonnes personnes pour alimenter la stratégie. La deuxième phase, c'est la collecte, et donc ça va être d'aller sur ces milliards de pages sur le web pour trouver les bonnes données. La phase suivante, c'est l'analyse, la valorisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces informations, comment les mettre en perspective. Et là, de nouveau, nous, au niveau de Coexcel, c'est comment on part du principe que l'analyse, la valorisation, c'est de nouveau de l'expertise et de l'humain, parce qu'on n'a rien trouvé mieux pour analyser de l'information, et la problématique de diffusion. L'idée, c'est quoi? C'est d'être abonné auprès de vous. Enfin, comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors nous, Coexcel, en fait, on a une double activité. On a développé notre activité d'innovation en faisant du service, c'est-à-dire en faisant des études de marché, études de l'innovation. Et on a développé notre produit qui s'appelle MyTwip, qui va être en fait un agrégateur de données, donc un métamoteur pour aller sur le web invisible. L'idée étant que plutôt que de regarder les millions de réponses de Google qui finalement sont assez massives sur quelles que soient vos requêtes, c'est de pouvoir faire votre propre indexation, pouvoir définir les sites que vous souhaitez surveiller, vos thèmes stratégiques. Et en effet, on vend ça sur des modalités d'abonnement en mode service. Ce qui fait qu'on a autant de clients que de sujets. On travaille pour des TPE
dans le domaine agricole jusqu'à des grands groupes dans le domaine du luxe, ou des télécoms, ou de la défense. Mais voilà, l'important c'est vraiment, d'avoir conscience que sur Internet, le volume de données et la nature des informations disponibles souvent permet vraiment d'aller sur de l'analyse stratégique, au-delà des 3 réponses Google qui finalement représentent, quand vous regardez les 10 premières réponses que Google vous dit qu'il y a 5 millions de réponses et que ça représente 5%, vous allez quand même pas très très loin en termes de contenu. Donc les outils, souvent, c'est orienté vers cette problématique de couverture du web invisible, ou bien d'autres outils, mais ça c'est pas notre approche, d'aller sur du gros fond documentaire et d'essayer de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais là, ça voudrait dire que l'expertise humaine, finalement, serait moins performante que l'outil, et ça, nous, on n'y croit pas. Très bien, merci de cette présentation. On vous posera certainement des questions tout à l'heure, puisque là aussi, comme on l'a fait, on aura une session de débat. Je vais vous proposer de passer votre micro à Michel Fiocchi, qui représente l'École nationale des mines de Saint-Étienne à Gardanne. Hein. C'est pas toujours très facile comme approche. Alors avec vous, on va commencer à parler de la possibilité quand même de mettre ces liens qui doivent exister entre les entreprises et les écoles. Hein. Vous me disiez que dans l'école de Gardanne, il y a des entrepreneurs qui viennent, il y a des industriels qui viennent. On va parler peut-être tradition pour voilà, commencer. On va commencer par parler tradition. Donc, pourquoi je suis ici aujourd'hui pour parler d'innovation? Sur le fronton de l'école, il y a marqué ce que j'ai écrit là-haut en gros, là, innovante par tradition. Elle va avoir bientôt 200 ans. C'est une école qui est rattachée donc au ministère de l'Industrie. La recherche qui est menée est dite motivée, à savoir que tout ce qu'on fait, c'est parce que des industriels le demandent. Les écoles du ministère de l'Industrie sont au service de l'industrie, donc la recherche est sur demande, on va dire. Et une toute dernière actualité qui vous a sûrement pas échappé, depuis le 1er mars, toutes les écoles du ministère sont réunies en une seule grosse entité, l'Institut Mines Télécom, ce qui fait 12 000 étudiants en ingénierie essentiellement, ce qui fait une grosse masse. Un mot sur le site de Gardanne quand même. Voilà, donc on arrive à Gardanne. En 2003, le site de Gardanne a été créé avec 2 missions qui étaient participer à la réindustrialisation du bassin minier qui fermait et contribuer au développement du pôle en PACA. Donc, pour réaliser ces missions, on a commencé par innover dans nos structures. On a mis en place, certes, de la formation et de la recherche, comme partout, et on a dit il faut que, pour apporter quelque chose aux industriels, il faut qu'ils soient chez nous au contact des chercheurs, au contact des élèves. Donc on a créé en même temps une plateforme technologique à l'époque très innovante, parce que le pari était de faire travailler ensemble, on va les citer, ST et Atmel, de les mettre ensemble dans les mêmes labos pour qu'ils travaillent ensemble. Et J'aime Plus, qui est devenu Gemalto à l'époque. Donc ces gens-là ont participé avec nous au concept de la plateforme, qui est une plateforme qui travaille essentiellement, on va dire, sur tout ce qui gravite autour de la carte à puce, dont le circuit qui va dedans, le support, le packaging, la crypto, la sécurité. Et puis en même temps, on a décidé d'attirer des talents et de faire en sorte que des startups puissent évoluer chez nous et maturer leur processus technique et technologique. Alors en passant quand même par les incubateurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a une présélection qui se fait en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a des tas de choses qui existent pour la création d'entreprises, pour accompagner les créateurs d'entreprises. Au niveau création d'entreprise, le marketing, les finances, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour accompagner la maturation technologique, il y a peu de choses. Donc nous, on est parti là-dessus. Des projets qui ont été choisis dans les incubateurs, qui ont des chances de vivre, on a décidé de les aider, de les accompagner sur la réalisation de leur processus technique, en les intégrant dans nos labos, c'est-à-dire on les héberge, on peut les intégrer dans nos labos, on leur donne accès à tous les moyens de l'école, et on fait de la mise en relation, on les aide à trouver leurs premiers collaborateurs, à trouver leurs sous-traitants, parce que ça, il n'y a personne qui est capable d'aider de jeunes boîtes là-dessus, et en général, les gens qui créent, ils ont des idées, ils ont envie, ils sont passionnés, mais il faut passer d'une idée à un produit, et le produit, c'est pas que la spécialité qu'ils ont, parce que très souvent, ils sont experts dans un domaine, mais un produit, il y a des choses autour, il y a de la boîte, il y a de l'énergie, il y a un certain nombre de choses, et il faut les aider
là-dessus. Et quel est le retour d'expérience alors puisque... Retour d'expérience, bon, on va passer au transparent après. Alors, ça a marché en partie. De plus en plus, alors nos étudiants se mettent à créer. Donc depuis 2008, où on a commencé réellement à avoir des entreprises chez nous, j'ai des étudiants qui créent toutes les années. Un étudiant, enfin, une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, parce qu'en général ils sont à 2 ou 3. On a les entreprises qui s'intègrent de plus en plus dans nos labos. Donc on a des gens qui étaient venus simplement pour 6 mois parce qu'ils avaient besoin de la salle blanche pour travailler. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils ont 3 thésards et ils veulent plus partir. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Par contre, l'autre côté, les chercheurs qui créent, ben, il n'y en a pas. Les chercheurs, les doctorants qui créent, donc les incubateurs sont là pour les aider en principe, et là ça marche pas très bien de ce côté-là, donc ça, la mayonnaise prend pas. Et autre retour d'expérience, il existe des tas de choses pour aider à la création, donc la maturation de la création, et puis après une fois que la boîte démarre, ben on avait un exemple tout à l'heure, il se passe des tas de choses. Il faut aller chercher des marchés, il faut attendre que le marché soit prêt, il faut aller à l'étranger, etc. Et là, il n'y a plus rien. Ah, il y a un trou dans la raquette là sur les aides. Hein. Voilà, donc on démarre et puis après ça s'arrête d'un coup, ça s'arrête peut-être trop vite. Alors on sait aussi, j'en profite puisque Marc est là, on envoie des profs qui vont perdre leur temps, je ne sais pas s'ils le perdent, hein, dans les entreprises pour essayer d'apporter des choses, d'amener des élèves, de discuter et surtout, c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec nos élèves en stage, d'apporter un autre œil, un œil qui vient de la recherche académique directement dans les entreprises. Merci Michel Fiocchi. On va faire descendre maintenant Olivier Fresneau parce que, oui, vous pouvez applaudir Michel, bien sûr. J'ai tenu les 5 ans. On va reprendre ce débat sur la notion de transfert de technologie, puisque la SATT ou la SAT, je ne sais pas exactement comment on dit, donc ça a été présenté tout à l'heure, la SAT, de façon un peu polémique, mais on va pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet avec donc le représentant du Conseil régional. Aujourd'hui, il y a une nécessité donc de valoriser la recherche publique et de faire en sorte qu'on débouche sur des créations d'entreprises ou sur des développements industriels de cette recherche publique. Vous êtes financé par le programme Grand Emprunt, donc qu'on appelle maintenant investissement d'avenir. Hein. Aujourd'hui, quel est le rôle de la SAT et comment vous pouvez travailler avec des entreprises qui seraient présentes aujourd'hui dans cette salle ou des créateurs présents dans cette salle? Peut-être un mot d'abord pour situer un peu le contexte, parce qu'en effet, vous parlez des investissements d'avenir, du Grand Emprunt. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle, mais vous avez sûrement entendu parler du Grand Emprunt au journal de 20h de TF1 il y a quelques mois. Les milliards, les 35 milliards qui passent là-dedans, vous vous dites peut-être où est-ce qu'ils sont et à quoi ils peuvent nous servir. Hein, voilà. Bon. Donc, un certain nombre de milliards sont affectés à des actions qui peuvent créer des ponts avec les entreprises. Une de ces actions, c'est le Fonds national de valorisation, qui a été doté d'1 milliard d'euros. Et sur ce milliard d'euros, il y a 900 millions d'euros qui sont affectés à la création de sociétés d'accélération du transfert de technologie. Hein, une douzaine à terme en France. Aujourd'hui, il y en a 5 qui sont créées, et dont une dans les régions PACA et Corse, que nous avons créé au mois de janvier dernier. Alors ce sont des sociétés qui sont là pour faire le lien, qui sont des facilitateurs, hein, faire le lien entre la recherche académique, universités, organismes, CNRS, INSERM, et les entreprises. Donc en fait, on va aller chercher les pépites ou les technologies qui sont dans les laboratoires, on va les évaluer, et là on a parlé tout à l'heure déjà d'un certain nombre de moyens d'évaluer la technologie, savoir s'il y avait un marché, hein, je crois qu'on revient dans tous les exposés là-dessus, mais je crois qu'en effet une technologie sans marché, ça fera jamais une innovation, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc notre rôle c'est aussi un peu ça, c'est quand on a identifié une technologie dans un labo, une invention, hein, on en parlait dans la première intervention tout à l'heure, essayer d'estimer, d'évaluer si cette invention peut faire l'objet un jour d'une innovation dans une entreprise. Alors pour ça, donc, il y a déjà des outils qui existent depuis quelques années. Hein. Les universités, les organismes de recherche ont des structures de valorisation, des services de valorisation. Nous avons mis en place, avec un fort soutien de la région, dans les années 2007-2008, le dispositif Valor PACA, qui regroupait déjà les universités de PACA. Et donc là, plus récemment, la SAT PACA Corse, qui est une société privée, donc une SAS, détenue par les universités, donc les 5 universités de PACA et Corse, le CNRS, l'INSERM et l'École centrale de Marseille.
Donc on a un certain nombre d'actionnaires, on a des budgets, des financements qui sont élevés, puisqu'en effet on a une dotation globale dans le cadre du grand emprunt de 78 millions d'euros, donc pour 10 ans, donc c'est quand même relativement important. Et on peut le souligner, c'est je crois le seul pays au monde qui a fait un effort de ce type-là pour le transfert de technologie. Il y a 3 objectifs majeurs que vous voyez sur la slide. Le premier, ça a été de dire il y a trop de structures de petite taille, et donc on va regrouper toutes les structures dans une seule pour essayer de mutualiser, de faire en sorte que ça marche mieux et qu'il y ait un interlocuteur unique pour les chercheurs et un interlocuteur unique pour les industriels. Donc déjà, à partir de ça, on va lever un certain nombre de problèmes qui étaient identifiés, qui sont les longueurs, les multi-accords, etc. Le deuxième objectif, qui reste pour nous l'objectif principal de la SAT, c'est d'accroître le niveau d'innovation des entreprises. C'est-à-dire que le but des SAT, c'est bien de créer de l'emploi, de créer de l'innovation dans les entreprises pour créer de l'emploi, créer de la croissance. C'est l'objectif majeur. Et le troisième, c'était de contribuer dans le même esprit au développement régional, là par la création d'entreprises, création d'entreprises issues de la recherche, dont mon prédécesseur parlait tout à l'heure, où on va aider les chercheurs à valoriser une idée pour l'amener jusqu'au marché, où on va simplement prendre une technologie dans un laboratoire, trouver un porteur externe qui veut créer son entreprise et l'accompagner pour aller jusqu'au marché. Alors, en fait, vous fonctionnez comment? Parce qu'aujourd'hui, le chercheur qui est payé par l'État, on va dire, est-ce que réellement, aujourd'hui, il se préoccupe de la mise sur le marché de son produit, puisque lui, il est de toute façon rémunéré en tant que chercheur par l'État? Est-ce que c'est lui qui va venir vous voir en disant j'aimerais bien que mon produit, ça devienne quelque chose fabriqué par une entreprise et qu'on trouve un débouché commercial? C'est un réflexe qui n'est pas encore commun, mais qui commence à venir. Donc, en effet, les chercheurs sont payés par l'État et ils sont payés pour chercher. Donc, il y en a de plus en plus qui sont aussi contents de trouver. Voilà. Et donc, au début, il faut expliquer, parfois assez longuement. Ceux qui ont commencé à valoriser, à innover, enfin, à transférer leurs résultats, qui ont goûté au transfert de technologie, reviennent en général. Donc, mais il y a encore de gros efforts à faire. Si vous voyez le nombre de chercheurs, donc là vous avez une carte qui présente un peu le nombre de nos actionnaires qui sont en vert et tout le réseau de petits carrés, de petits rectangles, c'est les différents organismes de recherche qui ne sont pas actionnaires, donc il y en a encore beaucoup, mais qui sont présents dans la région. Donc il y a une multitude d'organismes, il y a beaucoup de chercheurs. Le périmètre, c'est 6000 chercheurs permanents, 6000 personnes qui font de la recherche dans la région, dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine des TIC, dans le domaine de l'optique, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les sciences humaines et sociales aussi. Si on y ajoute les doctorants, ça fait 10 000 personnes. Donc c'est pas même avec une société d'accélération du transfert de technologie, à terme 50 personnes qui seront là pour faire ce métier, il y a du boulot pour les voir tous et leur expliquer que il y a la nécessité d'aller voir toutes ces structures, mais il y a aussi la nécessité d'aller voir les entreprises et de leur dire on peut peut-être vous proposer des innovations. Alors ça vous faites comment? Parce que le tissu des centres de recherche est important, mais le tissu des entreprises est encore plus important. Nous, notre métier, ce que je disais, c'est d'évaluer ces technologies. On va se rapprocher du centre pour d'évaluer ces technologies, de les mettre en rapport avec le marché. C'est-à-dire qu'on va essayer le plus tôt possible de voir si cette technologie peut adresser un marché. Alors, on me dit toujours c'est pas facile, mais bien entendu, on a parlé tout à l'heure d'innovation et la part du hasard. On peut trouver une invention, se dire celle-là, elle n'aura pas de marché parce que c'est trop tôt, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit 15 ans après que c'est celle-là qui va sortir. Bon, ça, on ne va pas révolutionner les choses, ça sera toujours comme ça. Mais on ne peut pas investir non plus sur tout ce qui sort. Donc, on va faire ce métier, on va évaluer les besoins des entreprises. Et notre cœur de métier, c'est la maturation des technologies dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire de faire la preuve de concept, de combler le gap, vous pouvez passer à la slide suivante, de combler le gap qui existe entre une technologie qui sort d'un laboratoire, qui est encore un résultat de recherche, et ce que voudrait voir l'entreprise ou ce que voudrait voir l'investisseur pour investir dans une start-up. C'est-à-dire qu'on va financer et accompagner le projet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en investissant des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros sur cette technologie, pour que la technologie devienne un prototype ou qu'on ait fait une preuve de concept suffisamment avancée pour convaincre une entreprise
de prendre une licence et de commercialiser derrière. Donc on les trouve comment les entreprises? On les trouve avec des bases de données, on les trouve sur Internet, hein. On les trouve via le réseau, c'est-à-dire qu'on est en relation et on a des relations très fortes avec l'ensemble du réseau d'innovation régionale, notamment les pôles de compétitivité, hein, puisqu'on compte beaucoup sur les pôles dont les membres sont des entreprises ayant une capacité d'innovation, hein. C'est plutôt ces entreprises qui sont dans les pôles, et nous c'est notre cible. C'est-à-dire que après, toute entreprise est capable un jour d'innover, mais la cible prioritaire, c'est comme celle-ci. Et ensuite, les entreprises elles-mêmes viennent vous voir, ça arrive aussi dans l'autre sens? Déjà, on démarre, on est le mois de janvier, donc laissez-nous un peu de temps, le temps de mettre en place les équipes, etc. Mais non, les entreprises ne viennent pas naturellement. Non, elles viennent pas naturellement. On a quelques cas, on a toujours quelques cas, mais elles viennent pas naturellement. Mais vraiment, le cœur de métier, c'est ça, c'est d'identifier le besoin et de faire en sorte que ces résultats qu'on aura identifiés dans les labos avec les chercheurs puissent arriver jusqu'au marché. Alors on va mettre un focus sur la création d'entreprise aussi, hein. C'est-à-dire qu'on veut revoir un peu le modèle et apporter des technologies plus matures. Parce qu'un des risques, un des constats d'échec sur les entreprises innovantes, notamment issues de la recherche, c'est que la technologie n'étant pas suffisamment mature, l'entreprise, quand elle se crée, la première chose qu'elle fait, c'est chercher de l'argent pour faire de la recherche, quoi. Donc là, on va faire ça avant, avec de l'argent public qui est investi en fonds propres dans une société privée, mais qui reste une filiale des établissements publics, de manière à ce qu'en effet on crée des startups qui aient une capacité à devenir des entreprises de croissance et créer un peu plus d'emplois que les 5 ou 10 emplois qu'on voit habituellement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, avant de faire intervenir les personnes représentant l'INPI et OSEO, je voudrais peut-être, puisque pour faire le lien avec ces interventions, qu'on fasse intervenir la personne qui représente Méditerranée Technologies, c'est Monsieur Rodolphe Hullmann. Voilà, s'il est là, il va venir me rejoindre. Merci de votre intervention, Monsieur Fresneau. On reviendra avec vous vers les questions. Voilà, parce que quand on parle en effet de ces différents réseaux en matière d'innovation, il y a Méditerranée Technologies, donc on va peut-être dire ce que vous faites et comment vous vous inscrivez dans ces nouvelles perspectives concernant l'innovation. Oui, alors je voudrais intervenir donc à la place de Régine Lorenzi qui regrette de ne pas pouvoir être là, mais qui est en fait alitée, les problèmes de santé. Voilà, et je voudrais à la fois parler de Méditerranée Technologies et de PACA Innovation, mais aussi rebondir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites là aujourd'hui qui me semblent extrêmement importantes. Alors d'abord, qu'est-ce que Méditerranée Technologies? Bon, Méditerranée Technologies, c'est ce que dans d'autres régions on appellerait l'agence régionale de l'innovation. Donc on fonctionne, on n'est pas réellement une agence, puisqu'on est plutôt un animateur de réseau, d'un réseau qui s'appelle PACA Innovation, dont je vais vous parler dans un instant, parce que c'est un des axes majeurs de la stratégie régionale de l'innovation, ce réseau PACA Innovation, donc je voudrais vous en dire un mot quand même. Et Méditerranée Technologies joue un peu le rôle que dans d'autres régions jouent les agences régionales de l'innovation. Bon. Ça fait quand même beaucoup d'acteurs, tout ça. Hein. Bon, oui, alors en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans l'innovation en région PACA. Ils sont tous répartis sur le territoire d'une manière plus ou moins homogène. Ils font tous quelquefois des choses qui sont très semblables. Et comme tous ces gens-là sont financés par les mêmes personnes, c'est-à-dire par le conseil régional en particulier, par l'État, il y a quand même un travail de mutualisation, il y a quand même un travail de mise en réseau, il y a quand même un travail de synergie qui est important et pour le bénéfice des PME, puisque l'idée de la stratégie régionale de l'innovation, c'est quand même de pouvoir accompagner au mieux les PME et donc de pouvoir fluidifier au mieux cet accompagnement. Alors le réseau PACA Innovation, donc qui rassemble, alors c'est pas les innovateurs, c'est pas les PME, c'est pas les chercheurs, c'est pas les universités, c'est pas je sais pas les cellules de transfert ou je sais pas quoi, c'est les gens qui accompagnent les entreprises dans leur quotidien vers l'innovation. Voilà. Alors c'est quoi? C'est des incubateurs, des pépinières, c'est des centres techniques, c'est des clubs de business angels, ce sont des pôles régionaux d'innovation, les pôles de compétitivité, etc., etc. Donc voilà, vous voyez tous ces acteurs qui sont financés par la force publique, eh bien sont fédérés au sein de PACA Innovation. PACA Innovation, ça représente aujourd'hui 75 acteurs dans la région qui font de l'accompagnement d'entreprises
entreprises, et c'est un équivalent de 300 à 350 équivalents temps plein, donc 350 personnes sur le territoire qui s'occupent au quotidien d'accompagner des entreprises. Alors, si vous voulez, on pourrait qualifier finalement PACA Innovation, en fait, en quelque sorte, si vous voulez, d'agence distribuée de l'innovation sur le territoire, où effectivement il y a une répartition plus ou moins homogène d'ailleurs, puisqu'elle se fait surtout sur la bande côtière, bien entendu, ici dans la région PACA, l'économie étant elle-même concentrée plus ou moins sur la bande côtière. Selon quels critères? Puisque vous parlez d'une politique de l'innovation, aujourd'hui, c'est quoi les grands éléments de cette politique de l'innovation? Oui, alors les grands éléments de la politique de l'innovation tels qu'ils ont été retenus dans la stratégie régionale de l'innovation qui a été votée en octobre 2009 et telle qu'elle nous a été présentée tout à l'heure par Bernard Morel, c'est en particulier donc l'accompagnement des PME au travers du réseau PACA Innovation, justement, et puis un autre axe dont je voudrais vous parler dans un instant, qui est celui de l'innovation par les usages. Et je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites en matière de marketing et d'innovation par les usages. En ce qui concerne le réseau PACA Innovation, qu'est-ce que ce réseau fait? Bon, il accompagne les entreprises au quotidien. Oui, d'accord. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait Méditerranée Technologies dans tout ça? Méditerranée Technologies met en place, par exemple, des opérations pilotes. Et ces opérations pilotes ne seraient rien, elles ne seraient pas intéressantes si elles débouchaient pas sur des dispositifs pérennes. Donc, je vous donne juste un exemple. Il y a quelques temps de ça, après l'adoption de la stratégie régionale d'innovation en 2010, on a mis au point avec des partenaires du réseau un programme d'accompagnement des PME vers leur marché. Alors, il s'agissait de donner les moyens en s'appuyant sur un réseau, à la fois un réseau de consultants et à la fois des partenaires du réseau, d'amener des entreprises qui sont, j'allais dire, au dernier kilomètre, qui ont fait beaucoup de choses en ce qui concerne leur business plan, leur modèle stratégique, qui ont une idée de là où elles veulent aller, qui n'ont pas les moyens en termes de ressources commerciales d'y aller, de leur donner ces moyens-là. Et cette opération pilote, qui a consisté à accompagner une vingtaine d'entreprises, a débouché sur un dispositif pérenne, sur des fonds régionaux, qui s'appelle aujourd'hui la prestation régionale de marché, et qui était exactement ce type d'aide où l'on accompagne les entreprises au dernier kilomètre. Il y a 20 entreprises. Juste un exemple de ce que vous avez fait avec une de ces 20 entreprises. Ça veut dire quoi, les amener sur le dernier kilomètre? Les amener sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des entreprises qui ont déjà, comme je l'ai dit, fait beaucoup de travail en matière de stratégie, par exemple. D'accord, mais d'études de leur marché. Dans quel domaine? Technologie de la communication Ah oui, alors là, les domaines sont très variés. Hein. Là, j'en ai pas comme ça un qui me vient en tête parce que j'ai pas retenu d'exemple comme ça en tête. Mais là, les domaines sont très variés. Ça peut être sur tous les domaines, y compris les domaines non technologiques. D'accord. Hein. Alors, vous nous disiez que vous vouliez faire juste un petit rebond sur ce qui avait été dit par rapport aux usages. Oui, alors, rapidement, on va conclure sur ce point et puis après on aura d'autres questions. Oui, rapidement, parce que en fait, un autre axe important de la stratégie régionale d'innovation, c'est l'innovation par les usages. Alors, l'innovation par les usages, c'est pas l'innovation par les besoins, hein, parce que lorsque Nokia a demandé à ses utilisateurs, enfin, ce que c'était que leurs besoins, au moment où Nokia commençait à aller mal parce que l'iPhone était en train de lui tailler les croupières, eh bien, les utilisateurs qui ont parfois tendance à dire n'importe quoi quand on leur demande ce que c'est que leurs besoins, ont décrit l'iPhone. Tout simplement, ils ont dit, nous on a besoin de ça. Alors voilà, ça avançait pas Nokia du tout de savoir que ces utilisateurs avaient besoin de l'iPhone. Voilà. Donc, je veux dire, il faut se méfier de ça. Donc, l'innovation par les usages, c'est quoi? L'innovation par les usages, c'est chercher finalement l'adoption de l'innovation. C'est chercher l'expérience utilisateur au travers de l'innovation. Et pour ça, il y a des dispositifs qui existent en région, dont un dispositif qui s'appelle PACA Labs, qui permet justement à des entreprises innovantes qui ont des innovations sous forme prototype qui sont prêtes à être expérimentées, eh bien de pouvoir capter de l'argent public pour pouvoir essayer sur le terrain, avec des communautés d'utilisateurs, ces innovations, et donc justement aller essayer de déterminer par une méthode que l'on appelle, et on est très adepte de ça chez Méditerranée Technologies, qui est la méthode effectuale, et qui essaye justement de chercher les effets de l'innovation, et non pas les moyens en amont, les moyens qui consistent à dire dans un monde idéal où on a une Est-ce que là vous avez un exemple d'une entreprise qui rentrait dans ce dispositif PACA Labs? Juste un exemple.
oui, il y a je peux citer par exemple une entreprise qui a testé en grandeur réelle dans des offices du tourisme des bornes de téléchargement de guides touristiques. Et après, on sait si ça marche ou pas. Et moi, franchement, je serais pas très adepte de ce type de truc et ça marche pas forcément. Mais ça permet au chef d'entreprise de se rediriger, lequel agit suivant par intuition plutôt que par moyen et par causalité. Voilà. Merci.